Tu t'es déjà senti invisible au sein de ta propre famille? Tu sais, comme si tout le monde te traitait comme si t'avais jamais rien accompli d'important dans ta vie? Tu essaies même de partager tes réussites, mais ils changent de sujet ou te regardent avec pitié. Maintenant, imagine ça pendant 15 ans. 15 ans à être sous-estimé, 15 ans à entendre que tu es en train de gâcher ton potentiel. Mais il y a un détail que personne ne connaît. Pendant ces mêmes 15 ans, tu étais en train de construire un empire, en silence. Et maintenant, ils vont découvrir la vérité. Mais attends, ce n'est pas encore ce que tu crois. Parce que cette histoire est pleine de rebondissements. Et juste au moment où tu penses avoir tout compris, tu vas te rendre compte que tu ne savais rien du tout. Alors abonne-toi à la chaîne et active la cloche, parce que cette histoire va te retourner le cerveau. Et si un jour on t'a fait sentir que tu n'étais pas assez, cette histoire, elle est pour toi. L'invitation était posée sur le bureau, dans une enveloppe élégante ornée de dorures. Chaque détail semblait murmurer un message, le moment est venu. L'air vibrait de tension, tandis que le soleil du matin traversait les immenses baies vitrées de l'un des pantous les plus luxueux de Budapest. Natalia Dienne, que sa famille avait depuis longtemps cataloguée comme une âme artistique égarée, savait exactement ce que signifiait cette invitation. Depuis 15 ans, elle menait une double vie, elle jouait le rôle d'une femme modeste et incertaine aux yeux de ses proches, tandis qu'en secret, elle dirigeait l'un des plus grands empires de la mode digitale en Europe, sous une identité cachée, NDN. Chaque année, la famille Dienne se réunissait pour un grand rassemblement familial, toujours organisé par la mère, Rosalia Dienne. Mais cette fois, ce serait différent. Le temps des secrets était terminé. Natalia prit son téléphone et rouvrit l'email qui avait tout déclenché. Vision Global Magazine article à la une. La nouvelle reine de la mode numérique, l'identité de NDN révélée. L'empire de la créatrice hongroise atteint une valeur de 4 milliards d'euros. Le moment est venu, murmura-t-elle pour elle-même en regardant la ville. Je ne me cacherai plus. L'interphone sonna. Mademoiselle, Akos Dienne est en ligne. Il vous appelle pour la 3e fois aujourd'hui. Natalia serra la mâchoire. Akos, son frère. L'enfant prodige, celui qui avait toujours suivi la voie tracée par leurs parents. École de commerce, diplôme de droit, puis intégration dans l'entreprise familiale. Il avait toujours été l'exemple. Je vais répondre, dit-elle à voix basse. Allô? Dit Natalia, la voix froide. Natalia, c'est quoi ce délire? Rugit Akos à l'autre bout du fil. Un partenaire vient de m'appeler pour me dire que tu es SNDN. C'est vrai ça? C'est quoi cette histoire? Peut-être que tu devrais attendre l'article, comme tout le monde, répondit-elle calmement. Arrête ton cirque. On pensait que tu galérais à peine à payer ton loyer, maman et papa se faisaient un sang d'encre pour toi. Et maintenant j'apprends que c'est Théoï qui a bâti cet empire de la mode numérique. Natalia esquissa un sourire et s'adossa à son fauteuil. Tu te trompes. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il voulait me contrôler. Il voulait seulement t'aider. Non. Il voulait que je fasse ce qu'ils avaient décidé. Comme toi. Mais toi, tu as obéi. Un silence pesant s'installa. Dis-moi, depuis combien de temps tu nous caches ça? Natalia se leva et s'approcha de la vitre, regardant un hélicoptère privé atterrir sur l'immeuble voisin. Son hélicoptère. L'un des 3 qu'elle possédait. Tu te souviens quand j'ai emménagé dans ce minuscule studio du 8e arrondissement? Je pensais que c'était à l'époque où tu faisais des petits dessins sur ta tablette. À ce moment-là, j'avais déjà vendu ma première collection digitale. 50 000 euros. 50 000, quoi? Akos eut un souffle coupé. 6 mois plus tard, j'ai vendu la seconde pour 200 000. Et quand papa a affirmé à Noël que ce n'était qu'une phase, j'avais déjà gagné mon premier million. Mais, pourquoi tu nous as caché tout ça? Parce que quand j'ai demandé un investissement, ils ont ri. Maman m'a dit que je devrais chercher un vrai travail. Papa a dit que si je ne rejoignais pas l'entreprise, je ne recevrais plus rien. Natalia, tu es milliardaire? Le magazine parlera de 4 milliards. Mais en réalité, on est plus proche des 5. Akos poussa un long soupir. Natalia, elle, mit fin à l'appel. L'interphone sonna de nouveau. Mademoiselle, la préparation pour le voyage sur l'île privée est terminée. La flotte de Rolls-Royce est prête à transporter la famille. Parfait, répondit-elle. Que tout soit conforme à mes instructions. Et n'oubliez pas, je veux l'article encadré dans chaque chambre. Elle raccrocha, puis reprit l'invitation. Réunion de la famille Dienne,
cette année exceptionnellement sur la propriété au bord du Danube. Non, Rosalia, murmura-t-elle. Cette année, ce sera sur l'île. Et c'est moi qui serai l'hôte. Son regard s'assombrit. Elle repensa à ce dernier dîner familial, 15 ans plus tôt. Cette histoire de digital, ce n'est pas de l'art, avait dit son père, président de la société Dienne. Qui paierait pour des vêtements virtuels? J'ai déjà 3 offres venant de Tokyo, avait tenté la jeune Natalia, alors âgée de 20 ans. Je ne veux rien entendre. Coupa son père. Sa mère lui avait serré la main avec douceur. Ma chérie, on veut seulement ta stabilité. Une vraie carrière? Natalia les regarda un par un. Son père en colère, sa mère peinée, Akos avec son sourire moqueur, et Isabella, sa petite sœur, déjà star des réseaux sociaux, qui riait dans sa robe de marque. Ce soir-là, elle prit une décision. Elle ne dirait rien. Ni les offres japonaises. Ni le contrat de sponsoring. Ni même le défilé prévu à Milan le lendemain. 2 semaines plus tard, elle s'installait dans un petit appartement. La famille pensait qu'elle avait échoué dans sa phase artistique passagère. Mais c'était là que l'empire était né. La première année fut épuisante. Natalia travaillait 18 heures par jour, apprenait le design 3D, s'immergeait dans la technologie blockchain, et construisait des relations avec des startups. Sa première collection, réalité virtuelle, fut vendue en quelques minutes, générant 1,2 million d'euros. Au fil des 3 années suivantes, elle développa une plateforme révolutionnaire où des créateurs indépendants pouvaient vendre leurs œuvres digitales, visibles en réalité augmentée via une application. Elle venait de réinventer l'industrie de la mode. Et pendant ce temps-là, sa famille pensait toujours qu'elle galérait. Rosalia lui envoyait régulièrement des messages. Ma chérie, il y a toujours une place pour toi dans l'entreprise. Akos serait ravi de t'y intégrer. Isabella continuait à publier. J'ai toujours soutenu ma sœur. Quand elle n'avait même pas de quoi déjeuner, je l'ai aidée. Natalia ne répondait jamais. Mais maintenant, le moment était venu. 2 jours avant la réunion, l'article sortit. Natalia buvait déjà son café quand les notifications affluèrent. En une du magazine. Le mystère hongrois, l'identité de NDN révélée. Natalia Dienne, à la tête de l'empire de la mode digitale. Son téléphone explosa. Le groupe familial fut le premier à réagir. Isabella, c'est sérieux? Tu es NDN? Akos, je vous avais dit que quelque chose clochait. Rosalia, rappelle-moi tout de suite. Natalia ne répondit que par un emoji, yeux. Son assistante entra dans la pièce. Natalia, votre mère est à la réception. Elle dit qu'elle doit vous parler. Natalia activa la caméra de sécurité. Rosalia, impeccable dans son tailleur, discutait avec agitation avec les agents de sécurité. Faites-la monter, soupira-t-elle. L'ascenseur s'ouvrit silencieusement. Rosalia entra, et s'arrêta net. Elle balaya du regard les peintures originales, les vitres panoramiques, le parfum du luxe. Tout cela est à toi? C'est chez moi, maman. Le vrai. Pas le petit appart que je garde pour les visites en famille. Rosalia tremblait. Pendant 15 ans, tu nous as menti? Je ne vous ai pas menti. Je vous ai juste laissé croire ce que vous vouliez croire. Rosalia restait figée au milieu du salon. Son regard se perdait au-delà des baies vitrées, là où la ville s'étendait sans fin. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. Sa fille, celle qu'elle croyait perdue, fragile, instable, était en réalité à la tête d'un empire. Natalia, souffla-t-elle, la voix brisée. Comment, c'est possible? Par la persévérance. Et en refusant de vivre dans l'ombre de vos attentes. On voulait juste t'aider. Les yeux de Natalia se durcirent. Non. Vous vouliez me contrôler. Me faire entrer dans un moule. Comme vous l'avez fait avec Akos. Sauf que lui, il a accepté. Rosalia s'effondra dans un fauteuil. Ses mains tremblaient. Natalia la regardait, calme, presque détachée. Il n'y avait plus de colère, juste de la clarté. Est-ce que quelqu'un d'autre dans la famille est au courant? Pas encore. Mais ils vont le découvrir. Elle fit une pause. Le rassemblement familial ne se fera pas au domaine du Danube. Comment ça? Je l'ai déplacé. J'ai acheté une île privée dans l'Adriatique. C'est là que tout le monde sera conduit. Par mes voitures. Dans mon avion. Rosalia leva les yeux, stupéfaite.
Une île? Oui. Et cette fois, je ne serai pas la parente silencieuse au fond de la table. Cette fois, je vais parler. Et tout le monde va m'écouter. Rosalia ne répondit rien. Elle se leva, se replaça doucement, tentant de retrouver un semblant de dignité. Natalia l'escorta jusqu'à l'ascenseur. Et avant que les portes ne se ferment, elle ajouta calmement. En fait, tu sais cette Bentley que tu voulais mais que papa trouvait excessive? J'en ai acheté 3. Juste pour le plaisir. Les portes se refermèrent sur le visage figé de Rosalia. Natalia resta seule. Mais pour la première fois depuis des années, elle se sentit libre. 2 jours plus tard, sur le tarmac de son aéroport privé, Natalia attendait. Vêtue d'un tailleur ivoire impeccable, elle portait des lunettes de soleil dorées et affichait une sérénité calculée. 3 Rolls-Royce approchaient, roulant en parfaite synchronisation. La première voiture s'arrêta. Akos en descendit, toujours aussi sûr de lui, mais une tension inhabituelle voilait son regard. Derrière lui, sa femme Dora tentait un sourire poli. Puis vinrent les oncles, les cousins, et enfin, Rosalia, toujours aussi impeccable, mais cette fois sans son masque de contrôle. Juste un visage dur, inquiet. Et au centre de la piste, trônait son jet privé, décoré des lettres dorées. NDN en Natalia Dien Network. Natalia s'avança de quelques pas. Bienvenue à tous, dit-elle, d'une voix qui portait. J'espère que le trajet a été confortable. Ce n'était pas nécessaire, lança à cause d'un ton froid. On aurait pu se retrouver au domaine. Comme d'habitude. Natalia sourit, mais ses yeux ne brillaient pas. Le domaine est trop public. Ici, je contrôle tout. Les membres de la famille, médusés, montèrent dans l'avion. L'intérieur était digne d'un palace volant. Tableau de maître, cristal, champagne millésimé. Même les coussins avaient été brodés aux initiales NDN. Est-ce que c'est un vrai Picasso? Murmura tante Catalin, les yeux rivés sur une toile accrochée à la paroi. Oui, répondit Natalia avec calme. Je l'ai acheté l'année dernière. Et ce n'est qu'un parmi tant d'autres. Akos serra les dents. Il allait dire quelque chose, mais Natalia l'interrompit. Détends-toi. Tu auras tout le temps de poser tes questions sur l'île. 2 heures plus tard, la descente commença. À travers les hublots, on pouvait déjà apercevoir le paradis. Une île privée, avec plage dorée, bâtiments modernes en verre et bois, jardins suspendus. Et en lettres géantes sur la colline centrale. Natalia Dien. Le silence régnait dans la cabine. Même Isabella, d'ordinaire si bavarde, ne postait rien. Elle fixait l'écran de son téléphone sans oser lever les yeux. À l'atterrissage, les membres de la famille furent accueillis par une équipe en uniforme, qui les conduisit à leurs suites respectives. Chaque chambre était équipée d'un dossier personnalisé. Et dans chaque dossier, des vérités. Pour Rosalia, un récapitulatif de toutes les fois où elle avait refusé de soutenir Natalia. Pour Akos, le détail des investissements rejetés, et combien il vaudrait aujourd'hui. Pour Isabella, une comparaison cruelle entre son salaire annuel, et ce que Natalia gagnait chaque matin au réveil. Natalia leur laissa 1 heure. Puis les convia à la salle de réception principale. Ce soir-là, tout était orchestré à la perfection. Un dîner de gala, une salle vitrée ouverte sur l'océan, des chandeliers flottants, une table de 20 mètres de long. Et au mur, partout, des cadres dorés contenant l'article du magazine. Quand tout le monde fut assis, Natalia se leva. Ce soir, je ne suis plus l'artiste incomprise. Ni la fille rebelle. Ce soir, je suis celle que vous avez refusé de voir pendant 15 ans. Akos se racla la gorge. On est surpris. C'est vrai. Mais on ne savait pas. Tu ne nous as rien dit. Natalia secoua la tête. Non. Vous ne vouliez pas savoir. À chaque fois que je parlais de mes projets, vous changiez de sujet. Quand j'ai proposé des idées, vous avez ri. Quand j'ai demandé de l'aide, vous m'avez tourné en ridicule.
Isabella prit la parole à son tour. Mais, je t'ai toujours soutenu, non? Je t'ai même payé des dîners quand tu ne pouvais pas. Et tu t'es toujours assuré que tout le monde le sache, coupa Natalia. Un silence gênant s'installa. Alors ce soir, j'ai préparé quelque chose pour vous, dit-elle en appuyant sur un bouton. Des écrans descendirent du plafond. Une vidéo commença. Le parcours de Natalia Dienne, ce que vous n'avez jamais voulu voir. Des extraits s'enchaînaient, captures de vente, interviews, photos de ses collections, collaborations avec des marques internationales. Et à chaque étape, une annotation. Ce jour-là, papa a dit que je perdais mon temps. À ce jour-là, Isabella a posté qu'elle m'aidait à survivre. À ce jour-là, Akos m'a dit que ce n'est pas comme ça qu'on réussit. Quand la vidéo s'arrêta, plus personne ne parlait. Natalia reprit calmement. Vous ne m'avez pas seulement sous-estimé. Vous m'avez rendu invisible. Mais maintenant, je suis là. Alors que la dernière bouchée de dessert était servie et que la mer offrait son reflet argenté au clair de lune, un bruit discret attira l'attention de Natalia. La grande porte de verre, donnant sur la terrasse, s'ouvrit lentement. Et là, il apparut. Bruno Tacac. Le silence se fit immédiatement. Natalia se figea. Rosalia pâlit. Isabella cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle n'y croyait pas. Et Akos serra les dents. Bruno, élégant dans son costume noir, les cheveux légèrement décoiffés par le vent marin, fit un pas dans la salle. « Bonsoir à tous » dit-il calmement. Son regard se posa sur Natalia. « Je n'étais pas sûr d'être invité, mais apparemment, j'ai reçu une invitation manuscrite. » Il sortit de sa poche une enveloppe noire, scellée à la cire dorée. Natalia sentit son cœur battre plus fort. Elle se souvenait maintenant. Une nuit, prise par un élan de nostalgie ou de faiblesse, elle avait écrit son nom. Elle ne pensait pas qu'il viendrait. « Pourquoi es-tu là ?» demanda-t-elle, froide mais troublée. « Parce que tu m'as écrit. Et parce qu'il y a des choses que tu mérites d'entendre. Des choses que je devais te dire depuis longtemps. »« C'est qui, lui ?» demanda Isabella en chuchotant à Rosalia. « Un vieux fantôme, » répondit Natalia, sans détourner les yeux de Bruno. « Celui qui m'a trahi, avant même que je devienne ce que je suis. » Bruno baissa légèrement la tête. « J'accepte ce que tu dis. J'ai été lâche. J'ai fait des erreurs. Mais laisse-moi au moins dire ma vérité. » Et si, devant eux, Natalia acquiesça d'un signe de tête. Elle s'écarta de la table, s'approcha de lui, et le regarda droit dans les yeux. « Alors parle. Mais choisis bien tes mots. » Bruno prit une inspiration. « Il y a 15 ans, quand tu as commencé à créer ta première collection digitale, tu me l'as montré. Tu me faisais confiance. Et moi, au lieu de t'aider, je l'ai montré à quelqu'un d'autre. » Natalia ferma les yeux un instant. « Akos » dit-elle. Le regard de Bruno glissa vers Akos. « Il m'a contacté dans mon dos. Il m'a dit que ta vision était une plaisanterie, que tu allais te ridiculiser. Il m'a promis de m'ouvrir des portes si je lui donnais tes croquis. J'ai cédé. J'ai trahi. » Akos se leva d'un bond. « Tu n'étais qu'un stagiaire insignifiant. Tu veux qu'on croie que c'est moi le monstre. » Natalia leva la main. Le silence retomba. « Ce n'est pas une question de croire, Akos. C'est une question de reconnaître ce que j'ai toujours su. » Bruno s'avança d'un pas. « Je ne suis pas venu pour être excusé. Je suis venu parce que j'ai vécu dans le remords pendant 15 ans. J'ai tout perdu, toi, mon honneur, ma passion. Mais je t'ai suivi, dans l'ombre. Et tu es devenu tout ce que je n'ai jamais eu le courage d'être. » Natalia ressentit quelque chose bouger en elle. Un écho lointain. De la douleur, mais aussi de la vérité. « Est-ce que tu sais ce que ça fait, de se reconstruire pierre par pierre, pendant que ceux qu'on aime nous regardent tomber ?» dit-elle, les yeux brillants. « Oui. Parce que je t'ai regardé le faire. Et je t'ai aimé. En silence. Chaque jour. » Rosalia se leva lentement. « Et tu ne nous as jamais dit tout ça ?»
demanda-t-elle, le regard vert à cause. Parce que vous n'auriez jamais voulu l'entendre, répondit Natalia. Parce qu'à vos yeux, je n'étais qu'un rêve de trop. La tension était palpable. Bruno fit quelques pas vers la sortie. Je voulais juste te dire que je ne te trahirai plus jamais. Et que si un jour tu veux me reparler, je serai là. Natalia ne répondit pas. Mais elle ne détourna pas le regard non plus. Il s'inclina légèrement, puis quitta la salle. Plus tard dans la nuit, Natalia se retrouva seule sur la terrasse. Le vent soufflait doucement. Elle tenait une coupe de champagne, mais ne buvait pas. Ses pensées étaient pleines de souvenirs, de blessures, mais aussi de puissance. Elle avait survécu. Elle s'était élevée. Et maintenant, plus rien ne serait jamais comme avant. Le lendemain du dîner familial, alors que le soleil se levait lentement sur l'île privée, Natalia se réveilla plus tôt que d'habitude. Une sensation étrange l'habitait. Un poids. Comme si quelque chose de lourd l'attendait, tapis dans l'ombre. En sortant de sa chambre, elle trouva une enveloppe noire glissée sous sa porte. Aucune écriture visible, sauf une petite rose dorée en relief au centre. Elle l'ouvrit prudemment. À l'intérieur, une simple feuille, soigneusement pliée. Une écriture à la main, élégante et froide. Vous êtes monté trop haut. Vous perturbez l'équilibre. Ce que vous avez bâti peut s'effondrer en un claquement de doigts. Ne nous obligez pas à vous le prouver. L'ordre de l'ombre. Natalia relut le message plusieurs fois. Son cœur battait plus vite. Ce n'était pas une menace banale. C'était une déclaration de guerre. Et surtout, c'était signé d'un nom qu'elle connaissait. Pas parce qu'on en parlait dans les journaux. Parce que personne n'osait en parler. L'ordre de l'ombre. Une organisation discrète, informelle, mais redoutablement influente. Présente dans la haute finance, les maisons de luxe, la mode, l'art. Ce sont eux qui décident quels noms montent, et lesquels disparaissent. Elle avait entendu des rumeurs, des histoires chuchotées lors de galas à Paris, de vernissages à Milan. Un photographe dont la carrière avait été ruinée sans raison apparente. Une jeune styliste coréenne dont la marque avait disparu en une semaine. Tous ceux qui avaient osé défier les codes imposés. Et maintenant, c'était à elle qu'il s'en prenait. Natalia convoqua immédiatement son assistant personnel, David. Analyse cette enveloppe. Origine, empreinte, tout. Et sécurise tous les serveurs. Je veux des logs de chaque accès. Quelqu'un a dû se connecter à notre système pendant la nuit. Tu crois que c'est lié à la panne d'hier soir? Demanda David. J'en suis certaine. En accédant au journal d'activité de la plateforme, un nom apparut. Une session ouverte à 3h26 du matin, depuis un appareil situé sur l'île. Avec un accès temporairement autorisé. Nom de l'utilisateur, Isabella Dienne. Natalia sentit une colère froide monter en elle. Elle fonça vers la villa de sa sœur cadette. Isabella, vêtue d'un peignoir en soie, était en train de se maquiller devant un miroir doré. Tu veux bien m'expliquer pourquoi tu t'es connectée à mes serveurs cette nuit? Isabella cligna des yeux, surprise. Quoi? Tes serveurs? J'ai juste voulu voir ce que tu faisais vraiment. David m'a dit que je pouvais jeter un œil, en mode invité. Et tu crois que c'est un jeu? Ma plateforme a été verrouillée pendant 2 heures. 2 heures critiques. Des contrats suspendus. Des données compromises. Et maintenant je reçois des menaces d'un groupe qu'on ne voit jamais. Isabella se leva. Attends, c'est pas moi qui t'ai menacé. Je voulais juste comprendre ce que tu es devenu. Je t'ai vu t'éloigner, je t'ai vu réussir, et j'ai eu peur. Peur que tu n'aies plus besoin de nous. Natalia se détourna. Ce n'est pas de moi que tu as eu peur, Isabella. C'est de toi. Parce que sans moi, tu ne sais plus où est ta place. Plus tard dans la journée, Natalia décida de répondre à l'ordre. Elle se filma dans son bureau en verre, avec la mer en arrière-plan, et posta une vidéo sur sa chaîne professionnelle. À ceux qui pensent que la peur suffit à faire taire la créativité.
À ceux qui pensent que l'influence est plus forte que l'innovation. Je suis là. Et je ne reculerai pas. Mon nom est Natalia Diène. Et ceci est mon empire. Il n'est pas à vendre. Il ne sera pas brisé. La vidéo devint virale en quelques heures. Des centaines de milliers de vues. Des créateurs du monde entier lui envoyèrent des messages de soutien. Une vague se formait. Et l'ordre, pour la première fois, voyait sa menace remise en cause publiquement. Mais Natalia savait que la riposte viendrait. Le soir même, elle reçut un message crypté via un canal privé. Expéditeur inconnu. Sujet, le choix. Si tu veux sauver ce que tu as construit, viens seul à Londres. Demain minuit. Suite 909, The Savoie. Refuse, et regarde tout s'effondrer. Elle regarda longtemps ce message. Puis, elle commença à faire sa valise. Londres. Minuit. Le ciel était lourd. Une bruine tombait doucement sur les toits de la ville, recouvrant les rues d'un voile argenté. L'enseigne lumineuse du Savoie Hotel brillait au loin comme un phare dans l'obscurité. Natalia sortit de la Rolls noire qui l'avait conduite depuis l'aéroport privé. Elle portait un long manteau camel, sobre et élégant, ses cheveux attachés en un chignon parfait. Elle n'avait ni peur ni arrogance dans les yeux, seulement une détermination glaciale. Elle entra par l'accès privé, guidée sans un mot par deux hommes en costume, oreillettes discrètes. Un ascenseur privé. Silence. Puis le digne, feutré. Suite 909. Devant la porte, une rose noire sculptée dans le bois. Natalia inspira, puis frappa une seule fois. La porte s'ouvrit lentement. L'intérieur était tamisé. La lumière venait d'un lustre suspendu au-dessus d'une immense table ovale. Assis autour, 5 personnes. 4 hommes, une femme. Leurs visages étaient à moitié dans l'ombre. Pas de nom. Juste des symboles gravés devant eux sur des plaques dorées. Un sablier, un masque, une couronne, un serpent, et un miroir. Natalia s'avança. Aucun mot n'avait encore été prononcé. C'est la femme au symbole du miroir qui parla la première. « Bienvenue, Natalia. Tu es exactement comme on t'avait décrite. Et vous êtes exactement comme je vous imaginais, » répondit-elle. Prêt à tout pour ne pas perdre le contrôle. Le serpent rit doucement. Le contrôle n'est pas un mal. C'est ce qui empêche le chaos. Tu as créé quelque chose de puissant. Trop puissant. Et sans notre bénédiction. Je n'ai pas besoin de votre bénédiction. Pas encore, répondit l'homme au masque. Mais ça viendra. Tu veux transformer un monde entier. Et ce monde n'est pas prêt à changer sans conséquence. Natalia croisa les bras. Alors dites-le clairement. Que voulez-vous? La femme du miroir tendit une pochette de cuir noir. Une proposition. Laisse ton réseau principal ouvert. Mais crée une section privée, une plateforme parallèle, où seuls nos noms, nos marques, nos produits seront promus en priorité. Un club discret, réservé à l'élite. En échange, nous te garantissons sécurité, croissance et silence. Tu deviendras plus riche que tu ne peux l'imaginer. Natalia resta figée. Chaque mot résonnait comme une insulte à ce qu'elle avait construit. Vous me demandez de me vendre. Non. Nous te demandons de survivre. Ceux qui nous ont refusés dans le passé, ne sont plus là pour raconter leur histoire. Elle les fixa un à un. Elle savait qu'ils disaient vrai. Mais elle savait aussi ce que choisir cette voie signifierait. Elle baissa les yeux vers la pochette. Puis elle la repoussa lentement. Je préfère tomber debout, que vivre à genoux. Un silence glacial s'installa. Puis la femme du miroir sourit légèrement. Dommage. Tu avais du potentiel. Natalia s'inclina légèrement. J'ai mieux que ça. Une vision. Et elle quitta la pièce. Dehors, la pluie s'était intensifiée. En montant dans la voiture, Natalia sentit son cœur battre à tout rompre.
Elle venait de refuser l'impensable. Mais elle n'était pas faible. Elle avait une force que l'argent ne pouvait acheter. Son téléphone vibra. Un message de David. Ils attaquent. Nos serveurs sont ralentis. Des rumeurs sortent dans les médias. Mais, tu as encore un avantage. En tiens bon. Natalia sourit. Parfait. Laisse-les frapper. On a mieux, la vérité. 3 jours plus tard, Natalia organisa une conférence publique en ligne. Un live mondial. Tous ses abonnés, partenaires, créateurs indépendants, investisseurs, des millions de personnes connectées. Elle apparut à l'écran, debout, sans maquillage, vêtue simplement d'une chemise blanche. Il y a quelques jours, j'ai reçu une offre. Une offre que beaucoup auraient acceptée. Une offre pour trahir mes principes, pour servir des intérêts cachés, pour acheter ma liberté. Mais je l'ai refusée. Parce que je crois encore que la création doit être libre. Que le talent ne s'achète pas. Que la voix d'un artiste vaut autant que celle d'un empire. Son discours dura 15 minutes. Aucun mot de trop. Juste la vérité. Et ce fut comme une étincelle. Les hashtags explosèrent. Les créateurs s'unirent. Des anciens employés de l'ordre commencèrent à parler. Le mur du silence se fissurait. Et Natalia venait d'ouvrir une brèche. Le lendemain du live, alors que l'agitation médiatique battait son plein et que les réseaux sociaux résonnaient encore de hashtags enflammés, Natalia choisit de s'isoler dans la maison vitrée au sommet de l'île. Là, loin du bruit, elle pouvait entendre sa propre respiration. Son cœur. Ses doutes. Elle savait qu'elle avait gagné une bataille. Mais ce matin-là, quelque chose en elle restait agité. Une voix intérieure, ancienne, persistante, qui murmurait. Tu ne sais pas encore tout. C'est alors qu'un courrier arriva. Un simple pli, remis à la main par un coursier privé. Aucune mention d'expéditeur. Seulement un logo, une plume d'or. À l'intérieur, une lettre d'un cabinet d'avocats basé à Barcelone. Chère Madame Natalia Dienne. Conformément aux dernières volontés de Monsieur Miguel Ferrero, artiste peintre de renommée internationale, nous vous contactons afin de procéder à l'ouverture de son testament. Vous avez été désignée comme unique héritière de son œuvre, de ses biens et de son fonds de soutien aux jeunes créateurs. Nous avons également en notre possession un message audio qu'il a enregistré à votre attention, il y a 4 ans. Veuillez prendre contact avec nous dans les plus brefs délais. Respectueusement. Cabinet de la Rosa, Barcelone. Natalia resta figée. Le papier tremblait dans ses mains. Miguel Ferrero. Ce nom, elle l'avait vaguement entendu, dans des bribes de conversations étouffées. Un peintre espagnol. Un amant de jeunesse de sa mère. Un fantôme. Elle comprit. Ce n'était pas un artiste parmi tant d'autres. C'était son père. 3 jours plus tard, Natalia atterrit à Barcelone. Le soleil espagnol réchauffait la pierre ancienne des ruelles, et la mer brillait à l'horizon. Mais son cœur, lui, était lourd. Au cabinet, on l'accueillit avec respect. Le notaire l'invita à s'asseoir. Et après quelques formalités, il posa un petit lecteur audio sur la table. Voici son dernier message. Il vous est destiné. Il date de 4 ans, juste avant son décès. Il appuya sur play. Une voix grave, douce, légèrement enrouée par le temps, emplit la pièce. Un accent espagnol chantait chaque syllabe. Ma fille. Si tu écoutes ceci, c'est que je ne suis plus de ce monde. Mais sache que je t'ai aimé chaque jour, même de loin. J'ai respecté le silence imposé par ta mère. J'ai accepté d'être effacé. Mais je n'ai jamais cessé de croire en toi. Et quand j'ai vu tes œuvres, tes créations, ton regard sur la beauté, j'ai su que tu étais ma fille. Tu es mon œuvre la plus précieuse, Natalia.
N'écoute jamais ceux qui veulent te faire croire que tu es de trop. Tu es exactement là où tu dois être. Libère-toi. Et n'oublie jamais, ce que tu crées est plus qu'un empire. C'est une lumière. Natalia pleura. Pas de tristesse. Pas de colère. Mais de reconnaissance. Elle n'était pas le produit d'un plan d'entreprise ou d'un échec familial. Elle était née de l'art. De la passion. D'un amour interdit mais sincère. L'héritage était vaste. Un atelier à Gracia, rempli de toiles inachevées. Un carnet de croquis où elle retrouvait ses propres traits dessinés. Une fondation endormie, créée pour soutenir des artistes qui n'avaient pas les codes, ni les moyens. Et un dossier nommé. Pour Natalia, le projet que je n'ai pas eu le temps de finir. Ce projet, c'était une idée de plateforme mondiale d'exposition libre, sans filtre, sans galerie, où tout artiste pourrait publier son œuvre et recevoir une rémunération directe. Un embryon de ce qu'elle avait construit, mais à l'échelle humaine. Natalia comprit. Ce n'était pas juste un héritage. C'était une mission. De retour sur l'île, elle réunit son équipe. Nous allons créer une nouvelle branche. Non lucrative. Inspirée du projet de mon père. Accessible, transparente, sans barrière. Et je veux que chaque euro généré par cette branche aille dans des bourses de création. David la regarda, ému. Tu veux faire la paix? Non. Je veux réparer ce que le monde brise chez les artistes depuis toujours. Ce soir-là, Natalia marcha seule sur la plage. Les étoiles brillaient au-dessus d'elle. Elle leva les yeux, les bras ouverts, comme pour dire au ciel. Je suis là. J'ai compris. Merci. Et pour la première fois, elle ne se sentit plus seule. Le soleil se levait lentement sur l'île privée de Natalia. Mais cette fois, ce n'était pas une journée comme les autres. Ce n'était pas une journée de confrontation, ni de démonstration. C'était un jour de passage, de transmission, d'alignement. Natalia était déjà debout depuis longtemps. Elle marchait pieds nus sur le sol de bois clair du pavillon central, la tête pleine de souvenirs. Ses pas étaient calmes, sereins. Elle n'avait plus à courir. Plus à se justifier. Plus à se cacher. Elle n'avait plus rien à prouver. Tout ce qu'elle avait bâti, elle l'avait bâti dans l'ombre. Et maintenant, tout brillait à la lumière du jour. Ce matin-là, la famille Dienne au complet était réunie une dernière fois dans la grande salle vitrée. Mais ce n'était plus la même famille. Les regards avaient changé. Les postures aussi. Akos, silencieux, avait les mains croisées. Son costume était là, mais sa stature avait fondu. Isabella, décoiffée, sans maquillage, tenait un carnet de notes sur les genoux. Rosalia ne disait rien. Mais ses yeux étaient humides. Natalia entra, vêtue d'un tailleur crème simple. Elle souriait. Un vrai sourire. Non pas de triomphe, mais de paix. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, je vais faire ce que je n'ai jamais fait, vous parler sans masque. Un frisson parcourut la pièce. Je ne suis pas parfaite. J'ai menti, j'ai caché, j'ai fui. Mais j'ai aussi survécu. Et chaque blessure que j'ai reçue m'a appris quelque chose. On m'a dit que je rêvais trop grand. Que j'étais instable. Orgueilleuse. Mais je crois que je n'étais pas orgueilleuse. J'étais libre. Et vous ne saviez pas quoi faire de cette liberté. Elle s'arrêta un instant. Aujourd'hui, je veux vous dire que je vous pardonne. Pas parce que vous le méritez. Mais parce que je ne veux plus porter ce poids. Je ne veux plus vivre avec la rancune. Elle coûte trop cher. Et moi, j'ai mieux à construire. Elle s'approcha de Rosalia. Les deux femmes se regardèrent longuement. Maman, je ne te demanderai pas d'approuver ce que je suis. Je te demande juste de voir. De me voir. Rosalia, d'une main tremblante, toucha la joue de sa fille.
Je t'ai vu, Natalia. Mais je n'ai jamais su comment t'aimer. Alors apprends, répondit-elle doucement. Plus tard dans la journée, Natalia fit une annonce mondiale en direct. Une salle remplie de journalistes, de créateurs, d'amis et d'anonymes connectés derrière leurs écrans. Elle s'avança au pupitre. Il y a 15 ans, j'ai décidé de cacher ma lumière. Parce que j'avais peur qu'elle vous éblouisse. Aujourd'hui, je vous dis ceci, je ne me cacherai plus. Elle présenta officiellement la Fondation Ferrero-Dien, un espace dédié à la création libre, aux artistes émergents, aux penseurs sans voix. Elle annonça aussi qu'elle quitterait la direction de NDN, laissant les rênes à une nouvelle génération. Elle passait le flambeau. Mon empire ne m'appartient pas. Il appartient à ceux qui oseront rêver plus loin que moi. À la fin de son discours, elle resta seule sur scène. Le public était debout. Et Natalia rayonnait. Dans les semaines qui suivirent, Natalia voyagea. Elle visita des écoles d'art à Nairobi, des studios à Medellín, des collectifs à Hanoï. Partout où elle allait, elle écoutait. Elle transmettait. Elle semait. Et un jour, sur la côte portugaise, dans une petite galerie en bord de mer, elle trouva une toile. Une peinture abstraite, vibrante, pleine de vie. Signée d'un inconnu. Elle la contempla longtemps. Puis elle acheta la galerie entière. Elle en fit un lieu de résidence pour artistes. Un endroit où personne ne serait invisible. Un matin, alors qu'elle buvait son café face à l'océan, elle reçut une lettre manuscrite. Une simple feuille, pliée avec soin. J'ai vu ton discours. Tu es devenu bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Et même si je n'ai plus de place à tes côtés, je reste ton plus grand admirateur. B. Elle sourit. Elle n'avait plus besoin de Bruno. Mais elle était heureuse qu'il ait trouvé ces mots. Parfois, la vie nous amène à écrire une histoire que l'on n'avait jamais imaginée. Une histoire où les rebondissements ne sont pas prévus dans le scénario. Une histoire qui commence dans le silence, dans l'ombre, dans les doutes, dans la solitude, et qui, un jour, devient lumière, vérité et guérison. C'est exactement ce que l'histoire de Natalia Dien nous a offert. Un miroir tendu vers notre propre vie. Un récit où chacun peut, à un moment ou un autre, se reconnaître. Peut-être que vous avez aussi, un jour, été le « mouton noir » de la famille. Celui ou celle qu'on a sous-estimé, mal compris, mis de côté. Peut-être que vous avez construit des choses incroyables dans le secret, sans jamais recevoir un seul mot d'encouragement. Peut-être que vous avez appris à sourire tout en souffrant à l'intérieur. Et peut-être que, comme Natalia, vous avez voulu prouver au monde, coûte, que vous valez quelque chose. Que vous êtes capable. Que vous avez votre place. Cette histoire, au-delà de l'intrigue, nous enseigne quelque chose de fondamental. Le chemin vers la reconnaissance commence d'abord par la réconciliation avec soi-même. Tant que l'on attend l'approbation des autres pour se sentir digne, on restera esclave de leurs opinions. Natalia a passé 15 années à bâtir un empire dans l'ombre. Non pas parce qu'elle voulait être mystérieuse, mais parce qu'elle n'avait pas le choix. Parce que chaque fois qu'elle avait tenté de montrer sa vraie valeur, on lui avait fermé la porte au nez. Chaque fois qu'elle avait voulu parler de ses projets, on lui avait répondu « Cherche un vrai travail, ça ne marchera jamais, tu rêves trop grand ». Qui, parmi nous, n'a jamais entendu ces phrases? Qui n'a jamais été freiné par les peurs des autres? Par leurs limitations? Par leur besoin de vous garder, à votre place? Le parcours de Natalia n'est pas qu'un conte de fées modernes. C'est un appel. Un appel à se libérer du regard des autres, à oser exister pleinement, même si cela signifie marcher seul pendant un temps. À travers chaque épisode, chaque confrontation, chaque silence, nous avons vu une femme qui apprenait, étape par étape,
à s'aimer elle-même, à se respecter, à se relever, à poser ses limites. Et c'est précisément là que réside la plus grande des victoires, quand l'amour-propre devient plus fort que la peur du rejet. Mais il y a aussi quelque chose d'encore plus fort dans cette histoire. Quelque chose qui dépasse la réussite, le pouvoir, l'argent, la vengeance douce. C'est le moment où Natalia découvre ses vraies racines. Pas celles que sa famille lui avait imposées. Pas celles qu'elle croyait être. Mais celles qui venaient d'un homme qu'elle n'avait jamais connu, un artiste passionné, Miguel Ferrero. Un père absent, mais présent à sa manière. Un homme qui, dans l'ombre, avait cru en elle, l'avait suivie, avait préparé pour elle un héritage invisible, un message d'amour posthume qui allait tout bouleverser. C'est là que tout change. C'est là que la blessure devient guérison. C'est là que la colère devient compréhension. Et c'est là que nous, en tant que spectateurs, nous devons aussi nous poser une question. Qu'est-ce que je crois à propos de moi-même? D'où vient ma valeur? Qui suis-je, au fond? La société va vous dire que vous êtes ce que vous possédez, ce que vous accomplissez, ou ce que les autres pensent de vous. Mais tout cela est fragile. Et si demain tout disparaissait? Et si vos réussites étaient effacées? Et si les gens vous tournaient le dos? Que resterait-il? C'est là que l'histoire de Natalia devient un miroir spirituel. Elle pensait qu'en révélant la vérité à sa famille, elle serait enfin libre. Et pourtant, même après la confrontation, même après la reconnaissance, elle sentait toujours un vide. Jusqu'à ce qu'elle entende les paroles de son père biologique. Et là, au-delà du pardon, au-delà de l'héritage, elle découvre une chose qu'elle n'avait jamais vraiment connue, l'amour inconditionnel. Un amour qui ne juge pas, qui ne réclame rien, qui ne contrôle pas, qui ne dit pas « je t'aime si tu fais ce que j'attends », je t'aime, point. C'est cet amour-là qui guérit les âmes. C'est cet amour-là qui vous reconstruit, de l'intérieur. Et c'est précisément cet amour que Dieu a pour vous. Je ne parle pas ici de religion. Je parle d'une relation vivante, d'un amour pur, profond, sans condition. Un amour que rien ne peut acheter. Un amour que rien ne peut effacer. Cet amour a été décrit de manière simple, mais puissante, dans un seul verset, peut-être le plus connu de toute la Bible. Il se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, et il dit ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset, c'est plus qu'une phrase. C'est une déclaration, une promesse et une invitation. Dieu vous aime. Il vous a toujours aimé. Même dans vos erreurs. Même dans vos doutes. Même dans vos moments les plus sombres. Il ne vous demande pas d'être parfait. Il ne vous demande pas d'avoir tout compris. Il vous dit simplement, viens à moi, tel que tu es. Je te connais. Je t'aime. Et je veux te sauver. Vous n'avez pas besoin de porter seul votre passé. Vous n'avez pas besoin de faire semblant. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre, non pas pour juger, mais pour vous offrir une vie nouvelle. Il a donné sa vie sur la croix, pour que vos fautes soient pardonnées. Il est ressuscité, pour que vous ayez un espoir vivant. Il vous tend la main aujourd'hui. Et peut-être que ce moment précis, cette fin d'histoire, ce n'est pas juste une coïncidence. Peut-être que Dieu vous parle. Peut-être que, à travers l'histoire de Natalia, vous entendez l'écho de votre propre histoire. Peut-être que vous avez, comme elle, tout donné pour être reconnu, accepté, aimé. Peut-être que vous avez été blessé par ceux qui auraient dû vous protéger. Peut-être que vous vous êtes éloigné de Dieu, ou que vous ne l'avez jamais vraiment connu. Mais aujourd'hui, il vous dit, « Je suis là. Je t'attendais. Reviens à moi. Je ne te condamne pas. Je veux te restaurer. » Si vous ressentez cela dans votre cœur,
Si vous sentez une chaleur, une émotion, une conviction, alors ne repoussez pas ce moment. C'est peut-être l'instant le plus important de votre vie. Et vous pouvez dire, là où vous êtes, simplement, du fond du cœur: Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as porté mes fautes à la croix. Je crois que tu es vivant aujourd'hui. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi. Guéris-moi. Conduis-moi. Et remplis-moi de ton amour. Amen. Ce n'est pas une formule magique. C'est une décision de foi. Et si vous l'avez prise, sachez que le ciel tout entier se réjouit. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous avez une nouvelle identité. Un nouveau départ. Et surtout, vous n'êtes plus jamais seul. Si vous avez pris cette décision, dites-le en commentaire. Écrivez-nous. On veut prier pour vous, vous accompagner, vous encourager. Vous faites maintenant partie d'une grande famille. Et pour ceux qui ont été touchés par cette histoire, si l'histoire de Natalia vous a parlé, si vous avez pleuré, réfléchi, été ému, alors je vous invite maintenant à soutenir cette chaîne. Abonnez-vous. Cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo. Laissez un commentaire. Racontez votre moment préféré. Faites passer cette histoire à quelqu'un qui a besoin d'espérance. Car parfois, une simple vidéo peut changer une vie. Et n'oubliez jamais ceci. Vous êtes aimé. Vous êtes vu. Vous êtes appelé. Et votre histoire ne fait que commencer. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à très bientôt.